Bonsoir, nous sommes de nouveau là pour la nuit du Big Bang au Big Band, les inédits. Et alors les inédits, c'est ce soir avec notre collègue Alice. Bonsoir Alice. Bonsoir Hervé. Donc est-ce que tu peux nous rappeler, on t'a vu dans la première partie, mais c'était peut-être il y a longtemps et tout le monde n'a peut-être pas vu, donc nous rappeler qui tu es, où tu travailles et ce que tu fais. Donc, je suis Alice Le Gall, je suis maître de conférence. J'enseigne à l'université de Versailles-Saint-Quentin, bientôt dans Paris-Saclay. Et j'effectue mes recherches dans un laboratoire qui s'appelle le LACMOS, donc des recherches en planétologie. On dit que je suis planétologue, c'est-à-dire que je m'intéresse à tout ce qui peuple le système solaire, que ce soit des satellites, des planètes ou même des comètes, astéroïdes, des petits corps. Voilà. Exactement. Donc très important pour comprendre d'où vient la Terre et éventuellement la vie. En tout cas, ses prémices. Donc dans cette petite conversation, l'idée c'était de raconter peut-être ton parcours, tes motivations, voilà, et puis peut-être des conseils aux jeunes parce que les scientifiques sont des gens comme les autres, et donc voilà, peut-être évoquer les parties intéressantes de ton parcours qui peuvent éventuellement inspirer les jeunes qui nous regardent. Alors, j'ai un parcours académique assez, je dirais, classique pour une scientifique, c'est-à-dire que j'ai fait un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait une classe préparatoire et une école d'ingénieur, pas loin de là où t'es, là, Supélec. Alors maintenant, ça s'appelle Centrale Supélec. Centrale Supélec, qui fait partie de l'université Paris-Saclay, j'en rajoute une louche. Et puis avec l'idée de trouver un boulot, on va dire classique quand on a ce parcours. Avec déjà bien sûr une passion pour l'astronomie depuis petite, donc quand même tous mes stages d'ingénieur, mes stages obligatoires, je les ai faits. Le premier je l'ai fait au CNES et le deuxième en dernière année je l'ai fait à l'Observatoire de Meudon. Donc voilà, je me disais bon, au moins, je touche du doigt, mais après je vais rentrer dans le rang, trouver un vrai travail. Et à l'Observatoire de Meudon, quand même, j'ai entendu parler de ce. Alors, à l'époque, on appelait ça un DEA. Maintenant, on appelle ça un master 2 d'astronomie. Donc, je me suis dit, tiens, je pourrais regarder. Mais, donc, j'ai candidaté parce qu'il y a toujours une audition à passer. Mais en même temps, je candidatais pour des emplois tout à fait classiques, respectables. Et j'ai été recrutée à France Télécom. J'ai accepté France Télécom en me disant, bon, c'est la voie raisonnable à suivre. Je fais une journée et à la fin de la journée, en fait, l'Observatoire de Paris-Meudon m'a appelé pour me dire qu'il me prenait en DEA. Et je me suis dit, oh, allez, je fais un DEA, enfin, je fais cette année de master, j'assouvis ma passion, j'apprends ce que j'ai toujours voulu apprendre parce que bon, il y a des gens très autodidactes, mais moi j'avais quand même besoin à un moment d'avoir cette transmission par des gens dont c'est le métier. Et puis après, je rentre dans le rang et je trouve un vrai boulot, quoi. Mais je fais pas de thèse, surtout pas de thèse. Donc j'ai démissionné de France Télécom après un jour et j'ai suivi avec, vraiment c'était une année absolument fabuleuse, le master d'astronomie et d'astrophysique de l'Observatoire de Paris-Meudon. C'était vraiment une année absolument fabuleuse. Et les gens que j'ai rencontrés à cette époque-là, c'est encore des amis aujourd'hui. Voilà, c'était vraiment une année consacrée, dédiée à la connaissance, quoi. Et j'ai fait un stage. Et puis voilà, je me suis dit, bon, je fais un stage. Voilà. Et après, c'est sérieux, quoi. Je retrouve du travail. Et puis, ce stage, il m'a plu parce qu'il y avait des missions, on partait, c'était un stage autour du radar aussi, un radar qui n'est jamais encore finalement parti vers Mars, mais qui devait partir vers Mars à l'époque. Et qu'on testait du coup dans des analogues martiens, en Égypte, voilà, sur la dune du Pilat. Bon, c'est moins exotique, mais quand même, c'est sympa. Donc, cet aspect campagne, mesure de terrain, j'ai adoré. Je me suis dit, mais quel autre métier va me permettre de faire ça, quoi, pour ensuite, avec la perspective de Mars. Donc, finalement, j'ai fait une thèse donc dans la continuité de mon stage de master sur un radar à pénétration de sol, ça s'appelle comme ça, dédié à l'étude du sous-sol de Mars. Et puis, une fois que j'avais fait la thèse, là, c'était fini. C'était mon truc là, j'envisageais plus du tout de revenir dans le droit chemin. Et j'ai fait un postdoc donc, pendant 3 ans et demi
aux États-Unis, au JPL, donc dans l'équipe du radar de Cassini. Donc c'est là où j'ai vraiment découvert Titan, découvert le système de Saturne. J'avais fait toute ma thèse sur un radar qui devait partir vers Mars, qui n'est jamais parti, finalement peut-être un jour, mais là ça faisait du bien d'arriver sur un projet qui était en cours. Voilà, j'avais enfin des vraies données spatiales, on va dire. Donc ça c'était très agréable. En plus j'arrivais à un moment de la mission où on comprenait bien les instruments, ils avaient été bien étalonnés, donc c'était vraiment, j'avais plein de données de très bonne qualité à analyser et tout n'avait pas encore été découvert, donc il reste encore d'ailleurs beaucoup de choses à découvrir. Donc j'ai eu beaucoup de chance et aux États-Unis, alors ça c'est un petit message aux femmes parce qu'on en parle souvent aux jeunes femmes. Quand je suis partie en postdoc aux États-Unis, j'envisageais pas du tout. Je suis partie avec mon mari qui a de la chance et a trouvé du travail là-bas. Et j'envisageais pas du tout d'avoir un enfant en postdoc dans une situation précaire quand même. Et puis finalement, voilà, on l'a fait. On a eu mon fils aux États-Unis, il a la double nationalité. Enfin, je pense qu'en fait, il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de conditions idéales. Il faut le faire quand on… En tout cas, il ne faut pas se dire que parce qu'on est en postdoc, on doit repousser le moment où on construit un foyer. Ou au contraire, il ne faut pas se dire je ne pars pas en postdoc, je ne l'envisage pas parce que je veux un foyer. C'est compliqué, mais la vie est compliquée et c'est possible c'est plus dur pour les femmes, il faut quand même être clair là-dessus. C'est beaucoup plus dur pour les femmes. Aux États-Unis, il n'y a pas de congé maternité. Je n'ai pas eu de congé maternité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille jusqu'au dernier jour et ça veut dire qu'ensuite on prend du sans solde. Donc ça veut dire, donc faut le dire. Enfin, c'est important. Ça veut dire qu'il faut un conjoint qui gagne sa vie parce que c'est que sans solde, pour être clair, effectivement, c'est que pendant que tu avais ton congé maternité que tu t'es octroyé, tu n'étais pas payé, tu étais chez toi pour ton congé et donc tu n'étais pas payé. Voilà. Donc le système américain est quand même pas idéal de ce point de vue-là. Non. Donc on est content quand on revient en France et qu'on décide d'agrandir la famille, on se dit ah ouais, c'est quand même plus simple. C'est possible, c'est possible. Et vraiment, et je pense que ça m'a aidé aussi à trouver mes priorités et à aller vers l'objectif d'avoir un poste. J'ai eu de la chance donc à l'issue de ce postdoc. Donc en gros 4 ans, jour pour jour après la fin de ma thèse, j'ai eu un poste donc à l'université de Versailles-Saint-Quentin et au Latmos. Donc en plus avec ce qu'on appelle une chaire CNES. Donc, c'est-à-dire une décharge significative d'enseignement qui m'a permis pendant les 5 premières années de pouvoir vraiment continuer la recherche que j'avais commencée pendant mon postdoc, quoi. Donc ça, ça a été vraiment une chance pour… j'ai pas eu cette espèce de coup près qu'ont beaucoup de jeunes enseignants-chercheurs qui, quand ils sont recrutés, sont… en tout cas les 2 premières années, totalement mobilisés pour préparer et faire leur enseignement. Moi, j'ai pu garder cette continuité avec ma recherche. C'est très bien ça. Voilà mon parcours. C'est très, très intéressant, avec des messages aussi très intéressants. Tu as brièvement évoqué JPL, donc c'est un centre NASA en Californie, d'autant plus qu'on a eu un direct avec mon ami Alessandro Retura du JPL plutôt dans la nuit du Big Bang au Big Band, et justement lui maintenant il s'intéresse à une mission spatiale qui va vers Europe, donc un des satellites de Jupiter, et donc on voit la connexion. Effectivement, c'est un centre assez dynamique, malgré le fait que effectivement pour les congés maternité ou même pour les vacances, c'est un petit peu plus compliqué là-bas. Ça, c'est les États-Unis. Mais oui, le JPL, c'est le 2e plus grand centre de la NASA. En planétologie, c'est the place to be, je dirais. Et en radar aussi, parce qu'il y a un bâtiment spécialement dédié à l'observation radar de la Terre et au-delà. Et en fait, c'est une ville, il y a 6000 personnes qui travaillent au JPL. Donc ça fourmille, il y a tout le temps des séminaires intéressants. Évidemment, on rencontre tous les experts qu'on a. Enfin, c'est un endroit absolument fabuleux et j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'y passer ces 3 ans et demi. J'étais contente de rentrer en France parce que la culture me correspond mieux, parce que j'y ai aussi mes proches. Mais ça a été une expérience absolument formidable. Oui, je compatis. J'ai eu quelque chose de presque similaire dans un endroit pas trop loin.
pareil dans le passé. Est-ce que toi, donc on l'a vu avec ton parcours, l'astrophysique, finalement, la planétologie, c'était pas forcément un rêve de gamine comme ça, avec ton télescope dans le jardin, ou quand même un petit peu? Alors, je suis myope et je suis parisienne. Donc, je vais pas dire, non, je suis pas du tout ce genre enfin, j'étais pas ce genre d'enfant et je pense que je suis toujours pas qui observe, qui va dans un jardin, j'en avais pas de jardin de toute façon, et qui observe le ciel. En revanche, j'aimais comprendre, voilà, j'aimais comprendre alors les étoiles, les planètes. Enfin, très rapidement, en fait, ce qui m'a intéressé, c'est quand même les planètes et leurs satellites. Oui. Plus que l'astrophysique, plus que les trous noirs, plus Oui. que les galaxies qui étaient pour moi assez inaccessibles, enfin qui le sont d'ailleurs. J'aimais bien dans la planétologie l'idée qu'on peut toucher, et véritablement toucher. Alors, pas un homme, mais on peut envoyer un engin qui va toucher un sol, qui va même le creuser, voilà, le gratter. Et j'aimais bien ce côté-là, ce côté accessible. Et donc très rapidement, c'est les planètes, c'est le système solaire qui m'a intéressée, vers lequel je me suis tournée. Oui, ben, on voit avec grand succès. Et est-ce que tu aurais pour l'audience, peut-être les jeunes qui nous écoutent, et puis éventuellement les jeunes femmes, des conseils que tu voudrais donner aux jeunes à partir soit de ton expérience qu'on a vu, qui est effectivement assez à la fois linéaire, mais effectivement avec un parcours très varié et pas forcément prédestiné, et puis aussi avec peut-être l'expérience que tu as d'enseignante-chercheuse, parce que tu vois quasiment tous les jours des étudiants, enfin, sauf avec cette période un peu particulière qu'on vit aujourd'hui. Donc, des conseils, ouais, de conseils aux jeunes. Voilà. Qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire ou leur conseiller? Oui, mon conseil, c'est quand on sent qu'on a un penchant pour quelque chose, essayer de l'explorer, ce penchant. Le plus tôt possible, c'est le mieux. Et l'explorer, c'est, je ne sais pas si on est lycéen, collégien, essayer de faire un stage d'observation dans un laboratoire qui travaille sur ce sujet qui nous intéresse. Essayer de creuser la question, ne pas se censurer, voilà, parce que ça arrive souvent, ne pas penser que c'est inaccessible, parce que en fait, on en accueille dans les laboratoires, et de plus en plus, on s'organise de plus en plus pour accueillir des jeunes, voire des très jeunes, pour des stages d'observation, pour des stages de découverte. Et on espère et on sait aussi que ça suscite des vocations, en tout cas, ça encourage dans un sens certains enfants. Donc, allez explorer dès que vous le pouvez, pour constater que ça vous intéresse ou pas, d'ailleurs, c'est important aussi. Et donc ça, c'est un message qui s'adresse à tout le monde. C'est vrai que les femmes, souvent, en tout cas pour les matières scientifiques, ont une tendance à l'autocensure. C'est quelque chose que les études montrent. Mais je sais qu'il y a aussi des jeunes hommes, ça dépend du milieu dans lequel duquel on vient. Moi, je viens d'un milieu, en tout cas d'une partie assez scientifique. Donc, en plus, où il y a beaucoup enfin voilà, assez scientifique. Donc, c'était pas un milieu totalement étranger, même si j'ai pas de chercheurs dans ma famille. Mais quand on vient, je sais pas, quand on a des parents qui sont, je ne sais pas, ouvriers ou autres, c'est peut-être moins naturel, mais en fait, les laboratoires, c'est de plus en plus des milieux ouverts et qui sont ravis d'accueillir des jeunes pour expliquer ce qu'ils font. Et maintenant, en plus, avec Internet, il y a plein d'autres sources d'informations. Voilà, donc je dirais, explorez, ne vous censurez pas, et décidez en fonction de toutes les informations que vous pouvez accumuler, de ce que vous voulez faire ou pas du reste de votre vie. Mais on passe quand même beaucoup de temps à travailler, donc c'est important de consacrer du temps à réfléchir à ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce temps de travail? C'est très important. Moi, je trouve que parfois, on décide un peu vite de ce qui va nous occuper pendant 40 ans presque. Et parfois, pour plein de raisons, c'est compliqué de revenir sur une décision qui a été prise au départ. Donc, autant se donner tous les éléments, aller chercher toutes les informations pour bien prendre ces décisions de départ. Voilà. Et parfait, oui, oui. Et donc les rencontres, effectivement, que ce soit dans les laboratoires, comme tu le disais, où effectivement on accueille dans nos universités
plein d'élèves de différents âges. Également, il y a des journées portes ouvertes à tous les niveaux. Et puis voilà, lors d'événements. Alors là, notre événement, nous, il est numérique là, mais lors d'événements où les chercheurs, les ingénieurs et puis les artistes aussi sont accessibles. On peut aller discuter avec eux. Je crois on peut dire que personne n'a jamais refusé une discussion avec un jeune ou une jeune qui vient se renseigner. Au contraire, c'est une sorte d'honneur de parler aux jeunes et d'essayer de les encourager dans des voies variées. Eh ben, merci Alice. On espère t'avoir l'année prochaine en chair et en os au Festival du Big Bang au Big Band, qu'on commence déjà à préparer d'ailleurs. Et puis, donc à l'année prochaine. Ouais, merci. Bravo pour cette initiative. En tout cas, c'est vrai que je regrette qu'on ne puisse pas la faire, mais j'espère que c'est que partie remise. Exactement. Et bonne nuit. Bonne nuit, ouais. Au revoir. Au revoir.